Alors, bonsoir déjà. Je suis ravie de faire de la concurrence à Monsieur Véran. J'espère que le moment sera plus agréable à écouter que les derniers chiffres qui ne sont pas toujours très optimistes. Et moi, c'est plutôt dans le passé que je vous emmène aujourd'hui, plutôt que dans le futur. Dans le passé, on a beaucoup de surprises, mais au moins, on peut fermer le livre quand on en a envie. Donc, je reprends le thème que j'avais pris la dernière fois autour du livre que j'ai ici, qui s'appelle donc « L'histoire des Juifs » de Pierre Savy, qui interviendra dimanche 6 décembre en direct sur le Zoom qui sera organisé au profit de la Viso. Donc, à partir du consistoire, toutes les dates et horaires et numéros vous seront communiqués en temps et en heure. Donc, M. Pierre Savy est un historien reconnu qui a fait un travail de chercheur et qui a écrit avec beaucoup de collègues très pointus sur le sujet de nombreux thèmes autour de l'histoire du peuple juif. Et donc, moi, j'ai choisi de vous parler essentiellement des écrits faits par les Juifs ou autour des Juifs ce soir. Alors, les écrits qui nous sont parvenus à travers l'histoire et qui ont été écrits par des Juifs sont bien sûr très nombreux et variés, mais plus on monte dans le temps, plus ils sont difficiles à trouver et surtout à interpréter. Et là, j'en ai divisé, on va dire, j'en ai choisi quelques-uns que j'ai divisés en deux grands thèmes. Donc déjà, le premier thème, ça va être les écrits, certes religieux, mais je ne vais pas du tout faire un cours de religion, ce qui n'est pas du tout mon domaine ni dans mes capacités, mais plutôt expliquer pourquoi ces textes nous sont parvenus jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui, dans quel contexte ils ont été écrits et s'il faut leur donner une interprétation particulière. Et après, nous parlerons de textes non religieux, même si bien sûr la religion y est importante, puisqu'ils ont été écrits par des juifs et des juives, notamment. Il y a deux beaux textes qui sont cités dans le livre de M. Savy, dont je vais vous parler, qui sont très peu connus, je pense. Et on parlera aussi des textes anti-juifs, j'allais dire, du Moyen-Âge. Voilà les trois grandes parties. Donc, la première idée, c'est que je voulais vous parler donc, de l'article qui est dédié à la Mishnah. Donc, pas d'un point de vue religieux, c'est, comme j'ai dit, pas du tout dans mes capacités ni dans mon intérêt de vous faire un cours là-dessus, mais sur le côté historique du texte écrit. Donc, on sait qu'il a été écrit sur une grande période, une longue période, mais on a retenu le nom d'un responsable, on va dire, de cette rédaction, bien sûr, qui s'appelle donc Yehuda Hanassi, un personnage historique tout à fait concret qui a laissé des traces dans l'histoire, autre que religieuse. Et ce texte n'est pas... Il y a un texte de loi, bien sûr, mais il est concret. Il a été écrit au IIIe siècle, là, autour des années 220, après Jésus-Christ, bien sûr, en Galilée. Donc, on sait quelle période et on sait quelle région. Donc, la période, c'est bien sûr l'occupation romaine de l'Empire. Donc, c'est plus Jules César, c'est ses descendants. Et cette œuvre donc religieuse qui recense les différentes lois qui jusqu'à présent se transmettaient oralement est donc mis par écrit. Donc, c'est déjà quelque chose de très important dans la religion juive. Et mis par écrit, et c'est quelque chose d'obligatoire, on va dire, dans le contexte, déjà, puisque l'Empire romain impose sa loi à tous ses sujets. On est dans l'Empire, on n'est pas du tout dans une république. Donc, l'Empire impose sa loi à tous ses sujets, et chaque peuple peut rédiger sa propre loi traditionnelle pour l'adapter, en faire jurisprudence et éventuellement pouvoir encore garder une certaine autonomie culturelle. Donc, c'est ce que les Juifs décident de faire, mettre leur loi jusqu'à présent orale par écrit, donc dans un contexte de rédaction générale de législation. Il y a eu plusieurs types d'écrits qui se sont lancés là-dessus. Et l'histoire a retenu donc la Mishnah de la famille de Yehuda Hanassi, qui est une grande famille. Lui-même est un descendant de Hillel. Donc déjà, il a une aura, j'allais dire, intellectuelle très forte.
auprès de ses concitoyens. Et aussi, c'est une famille riche, donc il y a beaucoup de relations et ça va beaucoup jouer. Alors tout ça, on le voit non seulement dans l'idée des gens qui sont autour de la rédaction, c'est-à-dire que ce sont des propriétaires, des gens terriens, des propriétaires terriens, des hommes, bien sûr, qui écrivent des lois qui les servent, parlons clairement, qui prennent quand même en compte le contexte politique. Ce sont des lois qui ne font aucun reproche au droit romain qui est tout autour dans la région. C'est un texte tout à fait neutre de ce point de vue-là. Et donc, c'est aussi un texte qui a une grande qualité de rédaction, il faut le reconnaître, par rapport aux autres textes de la même époque. C'est un texte qui est agréable à lire dans son contexte, qui est très fluide, qui emploie un vocabulaire assez relevé. Et donc, ces trois grandes qualités, on pourrait dire, qui font que ce texte juridique, donc qui a été écrit il y a quand même plus de 1800 ans, nous est parvenu dans sa totalité. C'est-à-dire, donc, je reprends, c'est un texte qui est un texte législatif, très ancien, mis par écrit, qui a une grande portée symbolique, donc, qui représente le judaïsme à l'époque. C'est un texte qui est très bien écrit et c'est un texte qui bénéficie d'une grande publicité, je dirais, grâce à la renommée et à l'argent de la famille Anassi. Donc ça, c'est donc le premier exemple de texte très très ancien qui nous est parvenu. Et c'est un des fondements des études du judaïsme aujourd'hui, bien sûr, qui a été lui-même enrichi par un autre texte très important dans le canon juif qui s'appelle le Talmud de Babylone. Le Talmud de Babylone est un livre, pour le coup, je veux dire très important aussi physiquement, puisqu'il a quasiment 6000 pages imprimées dans les versions actuelles. Il a été écrit donc en Babylonie aux alentours de 500. Donc, il y a 1500 ans, entre le Tigre et l'Euphrate, les Juifs qui avaient été déportés lors de la destruction du premier temple avaient fondé deux yeshivot qui sont restées vivantes et en contact avec les érudits qui vivaient toujours en Eretz Israël. De cet échange, de cette émulation, des textes, des interprétations législatives sont nées et sont aussi mises par écrit. Donc, c'est toujours dans la même idée de laisser une trace, de pouvoir faire référence à la fois à la période où il est écrit, même si à l'époque, l'oralité est encore très importante, mais surtout de pouvoir faire trace dans l'histoire, de pouvoir garder d'une période donnée, pouvoir rester attaché aux valeurs qui ont été dictées à tel moment. Cette importance nous est prouvée puisque ce texte est toujours étudié minutieusement, scrupuleusement aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que par contre, contrairement au texte de la Mishnah, le texte du Talmud de Babylone est déjà plus sensible à son contexte social et politique. Donc, il nous retransmet en creux, j'allais presque dire, la société qui existait à l'époque, dont il nous reste peu d'autres traces par ailleurs. On a, en lisant le Talmud de Babylone, d'un point de vue historique, on peut retrouver donc des traces de la société babylonienne, on peut retrouver des traditions, on peut retrouver le mode de vie des non-juifs à l'époque. Et donc, on voit bien que les textes juifs sont écrits pour des juifs, par des juifs, mais par des juifs qui vivent dans la cité. Et d'ailleurs, un des enseignements de ce Talmud de Babylone qui nous est parvenu, et là je me permets de le citer pour une fois, c'est le livre Baba Batra 55a, écrit par un sage qui s'appelait Samuel, probablement au IIIe siècle, et qui nous dit que la loi du royaume
où l'on vit fait force de loi par rapport à la loi religieuse. Donc, déjà à l'époque, les mêmes tensions pouvaient exister entre les interprétations de la loi juive et les interprétations même éthiques du système dans lequel les Juifs vivent. Donc là, on parle donc de deux textes qui sont que religieux, qui sont fondateurs pour le peuple juif, puisque au départ, le peuple juif s'est construit autour d'une religion, mais bien sûr, à partir donc du 5e siècle, la diaspora explose, les communautés en dehors d'Israël et de Babylonie d'ailleurs vont se développer, vont prendre de plus en plus d'ampleur, vont se développer numériquement bien sûr, vont s'intégrer de plus en plus aussi dans la cité, dans le mode de vie. Alors quand je dis cité, à l'époque, bien sûr, ce ne sont pas les villes qu'on connaît maintenant et encore même pas les villes du Moyen-Âge qui n'existent pas, on est toujours dans l'Antiquité. Donc on va dans, quand je dis dans la cité, c'est-à-dire au sein des peuples non juifs. Autour du bassin méditerranéen, c'est bien sûr la culture gréco-romaine qui continue de perdurer, aussi bien en Occident qu'à l'Orient. La naissance de l'islam va balayer rapidement le monde gréco-romain de l'Orient. Et la naissance, plutôt ce qu'on appelle en gros les invasions barbares vont révolutionner l'Occident. Ce qu'on appelle les invasions barbares, il ne faut pas bien sûr le voir comme des hordes de vikings qui déferlent sur nos écrans de télévision, ce qui est certainement très photogénique mais très peu proche de la réalité. Il s'agit bien sûr de mouvements de population beaucoup plus lents, beaucoup plus longs, qui ont imprégné une population. Bien sûr, de notre vision aujourd'hui, on garde surtout les pertes par rapport à l'époque précédente, c'est-à-dire que l'écrit a quasiment disparu, en tout cas c'est fait beaucoup plus rare, les constructions monumentales en pierre aussi, l'idée même de laisser des traces pour les générations suivantes est beaucoup moins importante. Donc ce monde du Moyen-Âge qui commence nous paraît très sombre, ce qui n'est pas forcément la réalité. Là, l'archéologie aussi peut prouver que des gens vivaient de manière concrète et correcte aussi. La preuve, on est là. Et donc, par contre, c'est vrai que les sources écrites sont plus compliquées à interpréter et plus rares. Les sources écrites sont plus complexes à interpréter parce qu'elles sont beaucoup plus empreintes des religions qui sont existantes, donc principalement le catholicisme, qui a été faite religion d'empire à l'époque des descendants de Jules César, un petit peu après, au IIIe siècle, et qui s'est répandue donc de manière officielle aussi bien en Orient qu'en Occident, et que je parle donc de la partie occidentale de l'Europe, ce qu'on appelle les barbares, donc on peut parler de plusieurs peuples qui ne sont pas du tout liés entre eux, barbares voulant dire au départ qu'ils ne parlent pas le grec. Donc au moins ça définit bien les choses par son absence de culture, on va dire. Déjà à l'époque, hein, puisque le terme barbare remonte à l'époque. Donc, même s'il n'était pas péjoratif. Donc, cette diminution des écrits qui nous sont parvenus et leur interprétation dans un contexte qui est tellement différent de notre culture du XXIe siècle, qui est faite de raison, de laïcité et de raisonnement scientifique, rendent les choses un petit peu lointaines pour nous. Mais de très, très beaux textes nous sont quand même parvenus, et quelques-uns qui ont été écrits par des Juifs. Et je veux les mettre ici en relief parce que c'est vrai que le contexte chrétien joue beaucoup, même si c'est, ou nous verrons dans un deuxième temps le contexte aussi arabo-musulman, mais ces textes juifs, écrits par des Juifs, font sensation dans le monde en général. Et là, je vais parler donc bien sûr des textes écrits par Rachi, le grand philosophe qui a vécu en Champagne autour de l'an 1000. L'intérêt d'étudier les textes de Rachi d'un point de vue historique sont nombreux. Pour commencer, il avait une très grande correspondance avec d'autres
intellectuels de son époque, et il leur écrivait dans leur langue vernaculaire, hein, donc la langue, j'allais dire, utilisée couramment, qui n'était pas forcément du latin. Et donc, c'est la correspondance qui est de Rachy qui nous est parvenue, en grande partie, est une source inépuisable de vieux français. Car un des traits de l'œuvre de Rachy, donc je suis toujours d'un point de vue strictement interprétatif et pas du tout religieux, c'est qu'il cherche à éclaircir les textes de la Mishnah et du Talmud. Il va avoir une approche scientifique, raisonnable et psychologique, et rendre les jugements et les lois qui ont été écrites, donc déjà à l'époque, 800 et 300 ans auparavant, il veut les rendre beaucoup plus concrètes, et pour cela, il veut les faire partager aux gens de son époque en utilisant le vocabulaire utilisé à son époque. Et donc, il décrit, par exemple, on a des mots de vieux français pour parler d'animaux ou de plantes qui existent dans l'hébreu antique et donc qui sont traduits en français, en vieux français de l'an 1000. Et je trouve que ce parallèle est assez magnifique, hein, un pont entre j'allais dire, les rives de Césarée avec des messieurs qui se baladent en toge, aux premiers viticulteurs de la région champenoise qui cherchent à interpréter les textes du judaïsme. L'histoire sert aussi à faire ce genre de découverte magnifique. Et donc, c'est un texte qui a aussi beaucoup voyagé, le texte de Rachy, donc ne serait-ce que par sa culture et sa richesse. Il a voyagé car Rachy a très vite fait preuve de son intelligence et de sa capacité psychologique à toucher son public, et il a attiré à lui de nombreux adeptes. Adeptes qui eux-mêmes sont devenus des ambassadeurs et ont transmis sa culture tout autour du bassin rhénan, même jusqu'à l'Atlantique et jusqu'à l'Europe centrale. Et ces textes nous sont bien sûr parvenus, puisque c'est un commentateur de Talmud qui est absolument reconnu aujourd'hui. Ces textes sont très beaux, assez faciles d'accès pour un lecteur moyen qui s'intéresse à cette période, et parce qu'il nous rend compte de la vie en général, alors la vie de l'Antiquité qui nous traduit, et la vie de son époque avec la violence que les Juifs commencent à subir, puisque autour de l'an 1000, comme nous le savons, c'est le début des croisades, et que les bons chevaliers chrétiens qui voulaient délivrer Jérusalem ont commencé à se faire la main sur les Juifs qu'ils rencontraient sur leur chemin, notamment dans la région rhénane. Donc, après Rachy, bien sûr, son pendant, j'allais dire séfarade, même si à l'époque les termes n'étaient peut-être pas aussi coupés, il s'appelle bien sûr Maïmonide et le Guide des Égarés. Et dans ce contexte-là, je voudrais vous parler de la traduction du Guide des Égarés en langue hébraïque, parce que le texte lui-même est écrit en arabe, et le premier texte, et donc le texte de Maïmonide, qui est mort en 1204, donc un siècle après, on va dire, les écrits de Rachy, est traduit en hébreu dans la région de Provence, la génération après lui, hein, donc au début du XIVe siècle, par une famille qui va se destiner donc aux traductions. Donc c'est la famille de Samuel Ibn Tibbon, qui ne produit pas forcément des textes juifs, mais qui va les diffuser en les traduisant. Donc on est passé déjà donc d'une écriture d'un texte oral au texte écrit, si on peut parler de traduction, donc en tout cas de concrétisation. On est passé après à l'interprétation de ces textes, donc Mishnah, on passe au Talmud, et encore à une autre interprétation dans un mode tout à fait différent quand on passe à Rachy. Et là, on reparle d'une autre traduction, puisque ces textes ont passé maintenant dans la langue provençale, qui est très, très utilisée dans tout le pourtour Méditerranée occidentale. Et les textes de Maïmonide vont révolutionner la pensée aussi bien juive que générale, puisqu'il permet de mettre en parallèle à la fois les textes du judaïsme
et de faire découvrir l'enseignement grec, qui était alors jusqu'à présent inconnu du monde occidental. Il avait disparu lors de ces fameuses invasions barbares. Les textes grecs s'étaient, entre guillemets, retranchés dans les scriptoriums des abbayes, gardés par les seuls qui savaient lire et écrire, c'est-à-dire des religieux catholiques qui ne s'intéressaient pas forcément au savoir des philosophes grecs traduits ou non en latin, ou des philosophes latins traduits ou non en grec. Et donc ce travail va se faire notamment donc, à travers l'hébreu et l'arabo-hébreu, j'allais dire, par cette famille de juifs qui quittent cette terre qu'on appelle de belle manière El-Andalus. El-Andalus, donc c'est bien sûr l'Espagne, le sud de l'Espagne, à une période précise où on dit que les trois religions du livre vivaient en paix ensemble, c'est-à-dire il y avait des chrétiens au nord, des musulmans au sud, et entre les deux, les juifs avaient leur place. Malheureusement, cette période était assez brève et les tensions entre musulmans et chrétiens vont vite reprendre dans le cadre de guerre de religion, comme on pourrait dire, de reconquista. Et malheureusement, les Juifs vont aussi en pâtir. Mais Maïmonide, lui, donc, a fui cette belle Andalouse en allant vers le sud et finalement s'installer en Égypte. Et la famille Ibn Tabin, qui avait donc ses écrits, sont montés vers le nord et se sont installés aux Provences. Et donc, on pu diffuser la pensée de Maïmonide et la pensée que les Juifs avaient hérité de ce monde gréco-arabe vers toute l'Europe du Nord. C'est une pensée donc philosophique qui mêle religion et philosophie. Je ne parle pas du côté médical de Maïmonide, je parle de l'idée que pour comprendre la religion, il faut aussi connaître la philosophie, ce qui est révolutionnaire pour l'époque. On voit que la religion n'est plus seule à dominer, même si, je vais dire, elle a encore de beaux jours devant elle, mais que la religion peut aussi se faire entendre par les intellectuels qui ont lu d'autres livres. Bien sûr, à l'époque, quand je dis livres, c'est des manuscrits et l'impression n'existe pas encore. Et donc, ces livres sont à base de philosophie, sont à base de sagesse héritée du monde polythéiste de l'Antiquité. Et aussi, bien sûr, de l'islam naissant, qui a fait aussi de très belles traces écrites et notamment de très beaux poèmes. Donc là, nous avons déjà bien voyagé. Je rappelle que nous sommes partis de Galilée, que nous avons pu monter monter et redescendre donc en Mésopotamie, le long du Tigre et de l'Euphrate, dans cette ville mirifique qui était Babylone, pour revenir vers la Champagne de Rachid et passer en Provence grâce aux écrits de Maïmonide. On pourrait avoir l'impression que ces textes sont tous reliés entre eux. Or, le seul lien qui existe, c'est le judaïsme et la tradition qui nous ont maintenu ces textes vivants chez nous. Il n'y a pas d'autres liens à faire. Les écrits voyagent à leur propre rythme, à leur propre, dans la direction qui leur convient. Il n'y a aucune préméditation, il n'y a aucune loi qui fait que tel livre va nous parvenir ou va disparaître ou va être intégré dans un canon plus grand ou va passer, j'allais dire, chez l'ennemi. Toutes ces histoires ne sont que les fragments des vies qui nous sont parvenues, qui nous permettent à la fois de prendre conscience du temps qui nous sépare de leur écriture, du moment où l'encre a touché le parchemin ou le velin, et le moment où nous les lisons, où nous les interprétons. Donc, c'est ce magnifique voyage qui fait que l'histoire peut exister, un voyage dans la géographie, dans l'espace, un voyage dans le temps, un voyage dans les consciences. Et je pense que c'est ça qui fait une des
des richesses du judaïsme parce qu'il nous permet à la fois d'être témoins et participants de l'histoire tout en étant un petit peu sur le côté, c'est-à-dire que nous avons notre tradition, nous avons notre propre histoire, tout en faisant partie de la cité, nous avons une vision peut-être différente de la vision dominante et ce n'est qu'un enrichissement lorsque ça se passe bien. Et d'ailleurs, maintenant, je voulais vous citer, comme je l'en avais parlé dans mon introduction, de deux femmes juives qui ont laissé des traces dans l'histoire grâce à leurs écrits. Alors, c'est deux personnages très différents, malgré donc leur point commun qui est leur sexe. Il s'agit donc d'une Italienne, pour commencer, qui s'appelle Deborah Corcos Ascarelli. C'est ainsi que son nom nous est parvenu dans l'histoire. Elle vivait à Rome au XVe siècle, XVIe siècle, et ces textes ont été imprimés. C'est les premiers textes imprimés d'une femme juive dans toute l'histoire. Et donc, ces textes ont été imprimés en 1602 à Venise, donc au nord de l'Italie. Ville si riche et commerçante, donc où il y a beaucoup de passages, s'il en est. Donc, cette jeune femme, Déborah, a écrit plusieurs recueils, donc en l'occurrence 4 qui nous sont parvenus, qui sont à la fois des traductions en italien de prières et des poèmes qui reflètent sa propre histoire. Histoire qui nous est parvenue par d'autres sources, bien sûr, et tout aussi intéressante. Cette jeune femme est représentative donc, des Juifs de Rome dans le sens où elle est la fille et la petite fille et la femme des familles de 55 rabbins qui ont le droit aussi de jouer les banquiers. Donc, a priori, ce sont des personnages à la fois riches et instruits, ce qui explique sa capacité à maîtriser les poésies et sa capacité à diffuser son interprétation de la religion, qui bien sûr est toujours liée à son contexte. Contexte très difficile, car malgré le fait que ces familles juives étaient tolérées à Rome et avaient le droit à la fois d'étudier leur religion et de faire fructifier financièrement, ont été très contraintes par leur loyauté envers la papauté, puisque donc ils n'étaient bien sûr pas des citoyens comme les autres, ils dépendaient du pape. Et donc à cette époque, le protestantisme commence à faire parler beaucoup de lui, et le pape a besoin de compter ses ouailles et de les faire augmenter. Donc là, on parle du pape, j'ai oublié de le noter, qui donc veut s'affirmer, je crois qu'il s'agit de Grégoire, de Grégoire III, qui veut convertir de force, entre guillemets, les Juifs, c'est-à-dire les attirer au christianisme en leur promettant, comme on dit littéralement, monts et merveilles, c'est-à-dire la possibilité de s'établir dans la ville, littéralement, Rome étant la ville par excellence, et dans la ville au sens où, en devenant catholiques, ils peuvent exercer toutes les fonctions et progresser socialement sans aucun plafond de verre, on dirait aujourd'hui. Le père et certains des enfants donc, de Deborah Corcos se convertissent, certains par j'allais dire, conviction sociale, et d'autres sont obligés de se convertir littéralement par la force. Madame Corcos donc fait un procès pour essayer de récupérer ses enfants, mais malheureusement, la conversion fait force de loi et elle ne pourra pas les remettre dans le giron du judaïsme. Et elle écrit à ce moment-là de très beaux poèmes sur, j'allais dire, le tourment d'une mère et d'une jeune femme qui ne peut pas s'épanouir. Alors, bien sûr, ce n'est pas dit comme ça. C'est un texte qui est écrit en italien, qui date du XVe siècle et qui montre à la fois un mysticisme religieux très important et des qualités de description des sentiments qui les rendent très proches de nous.
Donc, c'est de très beaux textes donc, dont vous pouvez, bien sûr, je le dis encore une fois, retrouver la trace et toutes les références dans le livre donc, de Pierre Savy, donc au chapitre qui parle de Deborah Corpos. La deuxième femme juive qui nous a laissé des traces écrites de son passage sur Terre, et cette fois a écrit en yiddish un peu plus tard. Il s'agit de Glückel von Hameln, donc, qui a vécu vers 1690 entre Hambourg, donc le nord de l'Allemagne, et la Lorraine, puisqu'elle s'est installée pendant une période à Metz et autour de Metz. Alors, ces écrits nous sont parvenus, alors là, on retombe peut-être dans le roman, puisque elle tenait une sorte de journal intime au bout de 30 ans de mariage. Elle a commencé à écrire son journal, qui nous est donc parvenu lorsque son fils l'a recopié au propre, j'allais dire, et ce document s'est transmis dans la famille jusqu'au 19e siècle où il a été imprimé et donc vendu comme un livre classique. Et donc, le texte est en lui-même très intéressant car on voit bien l'imbrication du religieux, de la pensée profane et des actions qui en découlent. C'est-à-dire que donc, Glückel est à la fois une femme d'affaires très avisée. Elle se retrouve veuve après 30 ans de mariage et doit reprendre les affaires de son mari. Elle a 8 enfants à charge qu'elle veut marier donc, dans les meilleures familles d'Europe. Et dans ces deux conjonctions, donc à la fois maintenir son niveau financier et établir ses enfants, font qu'elle a de nombreux contacts avec la société autour d'elle, donc à la fois surtout des hommes, bien sûr, des hommes d'argent, de pouvoir, avec qui elle doit négocier, acheter, vendre, traiter. Et donc, elle en tire des enseignements et en même temps, dans ses affaires, elle met de l'éthique et de l'éthique juive. Elle ne veut pas profiter d'une position dominante. Elle cherche pas à abaisser les gens qui travaillent pour elle. Elle cherche une certaine harmonie. Et tout cela est écrit d'une manière très simple, donc dans une langue qui mélange la langue classique de l'époque, donc tudesque, comme on dirait, et la langue juive, hein, donc écrit avec des caractères hébraïques, c'est donc du yiddish. Et elle écrit donc sa vie de manière claire, avec cette hiérarchie qu'on retrouve quasiment encore aujourd'hui hein, dans certaines familles qui ont gardé cette tradition, hein, donc qui met Dieu au sommet, puis la famille, puis les affaires. Donc les trois points de sa vie font que de cette femme qui a vécu il y a plus de 400 ans pourrait faire d'elle notre grand-mère ou notre cousine. D'ailleurs, on voit bien sûr l'importance de la famille, de l'établissement des enfants et des liens qu'il faut garder au sein d'une famille. Ce n'est pas parce que une fille va être mariée à Berlin et une autre sera mariée à Paris que ces deux sœurs ne doivent pas continuer de communiquer. Et donc, bien sûr, ces échanges participent de la richesse et du prolongement du judaïsme jusqu'à maintenant. C'est une femme aussi qui ne revendique pas du tout le féminisme. Si elle écrit ses mémoires, c'est parce qu'elle en est capable, parce qu'elle en ressent le besoin, parce qu'elle veut laisser une trace à ses enfants. Mais il n'y a bien sûr, il ne faut pas mettre de hiatus historique là-dedans. Il n'y a aucune revendication du fait de s'affirmer femme dans un monde d'hommes. Elle écrit parce qu'elle en a la capacité à la fois intellectuelle et à la fois sociale, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'elle revendique comme étant magique ou à imposer à d'autres femmes ou au monde des hommes. Elle écrit parce que c'est sa fonction, c'est le témoignage qu'elle veut laisser et non pas du tout un acte politique ou revendicatif. On n'est pas du tout dans cette idée-là, à cette période-là. Donc, on voit qu'on a de très nombreux témoignages, hein, même de cette période qui peut nous paraître très lointaine. 1690 en France, c'est les débuts de Louis XIV, donc c'est vraiment pas le monde qu'on connaît.
C'est les premières aussi, pour revenir à l'Alsace, on a trouvé de très belles mapotes aussi de cette période, de 1690, dans ces eaux-là, dans une vieille synagogue il n'y a pas très longtemps, à Dambach, qui ont fait l'objet d'une très belle exposition à la fois à Strasbourg et à Paris. Donc, les témoignages écrits, les témoignages picturaux nous sont parvenus. Et donc là, je me suis permis d'insister sur ceux de ces deux personnes, ces deux femmes qui, à la fois l'une en Italie, qui nous montre ses sentiments, son mysticisme, sa difficulté de transmettre son amour du judaïsme, et cette autre femme qui cherche à transmettre justement son amour du judaïsme dans sa famille, tout en maintenant un certain, j'allais dire, standing, une certaine relation au monde des affaires qui, pour elle, est tout aussi important. Et après ces deux fortes personnalités qui ont traversé les âges, je voulais passer à des textes peut-être beaucoup moins, enfin, comment dire, beaucoup moins en lien avec un judaïsme vivant, puisqu'on cette fois, on va parler plutôt de textes qui s'en prennent aux Juifs. Alors là, je vais peut-être juste faire un petit bond dans l'histoire, donc revenir en arrière, pour parler d'un procès tout à fait original qui est cité, donc je reviens toujours au livre de Pierre Savy, donc qui concerne un juif espagnol, Isaac Biona, qui fait un procès à son associé, mais bon, qui lui-même, on va le voir, est un malfrat, et qui est chrétien, et beaucoup plus riche et implanté que lui. Et ce qui est intéressant donc, dans ce procès de 1298, donc la fin du XIVe siècle en Catalogne, c'est cette idée que, début du XIVe siècle, c'est cette idée que le juif va attaquer donc, le chrétien en l'accusant d'être un usurier. Donc, on va complètement à l'encontre de ce que l'histoire nous a transmis de l'image du juif, qui est lui-même accusé d'être un usurier, qui lui-même est attaqué dans les tribunaux. Là, on est donc dans l'inverse total. Et ce texte, donc, dans le livre de Pierre Savy, fait part des traces laissées dans l'acte notarial de ce procès, qui est donc tout à fait, en l'occurrence, partial, puisqu'il s'agit avant tout, dans le contexte de l'époque, d'une allégeance au roi. Le juif Bonia dit que ce qu'il veut, c'est défendre les intérêts du roi et de ses sujets contre un autre mauvais sujet, même si cet autre mauvais sujet est chrétien. Et donc, cette transcendance royale, donc du roi d'Espagne et du duc de Barcelone, permet d'avoir une sorte de vision relativement impartiale de ce procès, qui nous est parvenu de manière partielle, malheureusement, mais qui donne bien le sentiment que même pour l'époque, un juif qui veut défendre sa réputation d'honnête banquier, on dirait, peut exister, et qu'il le fait d'autant plus volontiers, j'allais dire, ce procès, qu'il sait très bien que l'image du juif usurier commence à poindre dans la culture chrétienne. Ce document, donc cité dans le livre de Pierre Savy, et même si il est juridique, même s'il n'a pas été écrit que par un juif, puisqu'il y a des actes notariés dedans, est un document qui montre que la société n'est pas aussi lisse qu'on l'imagine à l'époque, que la vision du juif n'est peut-être pas forcément toujours entre guillemets, même si ce n'est pas la belle image, un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de hiatus, il y a beaucoup d'écueils. Et ce texte-là fait référence donc à un côté positif, un anti-Shylock, un anti-mauvais juif qui veut défendre la réputation de son métier et de ses coreligionnaires. Donc, c'est le texte qui a été écrit en 1298 lors d'un procès catalan. Et lorsqu'on parle de procès et donc entre les religions, bien sûr, à ce moment-là, au Moyen-Âge, on parle aussi, on pense aux grandes disputatio, donc c'est un terme latin, qui ont eu lieu
entre les intellectuels juifs et les intellectuels chrétiens, puisqu'à l'époque c'était essentiellement des catholiques, et qui ont émaillé toute cette période. Donc il y en a eu en Espagne et il y en a eu en France. Et là, je voudrais parler donc d'une histoire qu'on a tous en tête, qui s'appelle le brûlement du Talmud de Paris. Alors, ça a l'air beaucoup moins, également, bien sûr, quand on cherche dans l'histoire, on trouve des fois des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et cette histoire donc, du brûlement du Talmud de Paris sous Saint-Louis, qui peut faire paraître Saint-Louis le grand méchant et les Juifs les pauvres victimes, montre que les choses étaient loin d'être aussi simples, aussi binaires. Pour commencer, cette histoire prend source dans le fait qu'un juif converti au catholicisme, et ils étaient très nombreux à l'époque, donc ce juif qui habitait à La Rochelle en 1236 interpelle le pape en lui disant que les juifs de l'époque, notamment en France, ne suivent plus la Bible, mais la loi orale qui a été mise par écrit, donc le Talmud. Donc, le pape s'interroge donc sur le fait que donc, les Juifs ne suivent plus ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et tolèrent comme tel. Les Juifs auraient un renouveau religieux qui les ferait encore plus dévier de la croyance chrétienne. Et ça, le pape a beaucoup de mal à le supporter. Donc, il demande à tous ces rois chrétiens de vérifier dans leur pays ce qui se passe. Et il n'y a que Saint-Louis en France qui obéit à cette injonction et qui, le 3 mars 1240, fait saisir, donc c'est un Shabbat, hein, c'est un vendredi soir, fait saisir tous les livres qu'il trouve dans les synagogues qui sont ouvertes pour l'office de Shabbat. Ces livres sont alors confiés à des moines qui lisent l'hébreu, c'est-à-dire essentiellement des dominicains qui, à l'époque, ont la main mise sur l'Inquisition. Donc l'Inquisition, il faut bien comprendre que c'est une grande machine mise en place par le pouvoir politique qui répond au pouvoir politique, donc, mais qui est tenu par des religieux qui ne dépendent pas forcément du pape. Donc, c'est à la fois complexe et simple, c'est-à-dire que l'Inquisition est responsable de l'orthodoxie, c'est-à-dire que la loi soit bien suivie. Les Juifs ont le droit d'exister à condition qu'ils ne blasphèment pas, qu'ils ne cherchent pas à faire du prosélytisme, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent leur être reprochées, y compris donc d'avoir été convertis et de quand même faire du judaïsme. Ça, bien sûr, c'est le cas en Espagne. Là, nous sommes en France. Et donc, l'idée, c'est que les Juifs doivent quelque part rester à leur place, de témoins d'une époque passée révolue qu'ils ne veulent pas quitter, donc ils restent dans l'erreur de ne pas reconnaître le christianisme et donc peuvent être à ce moment-là subir toutes les avanies qui leur arrivent. C'est normal puisqu'ils ne répondent pas au message porté par la religion dominante, le catholicisme. Et donc, voilà le travail que fait l'Inquisition. Et l'Inquisition, à ce moment-là, donc, étudie le Talmud de très près en France et va écrire un texte qui sera compilé par un autre juif converti qui est nommé Thibaut de Cézanne et qui écrit ce texte qui s'appelle Extrationes de Talmud, donc qui reprend les conclusions de l'Inquisition et qui va ouvrir ce fameux procès avec 35 motifs. Hein, donc, quand même, ils y sont allés fort, notamment du blasphème. Bon, bien sûr, on est tout à fait dans ce qui pourrait paraître illogique aujourd'hui, puisque comment est-ce que le judaïsme peut blasphémer le christianisme dans le Talmud alors que les religions ne s'étaient même pas encore rencontrées à l'époque. Donc, voilà. Mais les interprétations des franciscains, bien sûr, ne peuvent pas être mises en cause. Le grand défenseur des Juifs à l'époque s'appelle Ye'el, le rabbi Ye'el, bien sûr, de Paris, qui lui-même fait un très joli texte pour défendre ses coreligionnaires. Mais ce texte nous assure, a aussi survécu et est classé en même temps donc, que le texte des Dominicains dans les archives nationales. Et donc, on a les deux facettes du procès, à la fois l'attaque et la défense.
Et ainsi, on peut voir ce qui se dit à cette époque du monde juif et comment les juifs peuvent se défendre, même si, malheureusement, bien sûr, comme l'histoire nous l'apprend, le procès a été perdu et le Talmud a été brûlé en place publique. Et il est à noter que ça a laissé des traces très importantes, puisque dans tout le siècle suivant, la réécriture des Talmuds, des Sefer, a été très peu mise en avant, très cachée et très peu nombreuse. Donc, c'est vraiment tout un trésor de la culture juive qui a disparu à ce moment-là. À la même période, il y a aussi des textes plus positifs qui sont écrits par des chrétiens pour les juifs qui s'appellent les chartes. Donc, il y en a en Pologne, il y en a en Angleterre en partie, il y en a dans différents royaumes d'Europe centrale qui permettent de définir les conditions de vie que les juifs vont pouvoir avoir, vont être autorisés de faire au milieu de leurs contemporains. Bien sûr, ce sont des textes en général généraux et qui sont peu suivis dans les faits, puisque les poussées à la fois d'antisémitisme et l'intérêt de travailler avec les juifs sont quand même les deux choses qui ont fait progresser nos communautés dans tout le monde en général. Alors là, je vais faire une petite infidélité à M. Pierre Savy en vous citant quand même les textes de Yossel de Rosheim, hein, donc Rosheim, la ville qu'on connaît, à côté d'Aubernay, tout proche de chez nous, où donc ce juif de culture allemande et de grande culture tout court a pris un rôle très important puisqu'il a été surnommé l'avocat des juifs en Allemagne. Bon, bien sûr, l'Allemagne, c'est le Saint-Empire à l'époque, et qu'il a défendu à de nombreuses reprises le judaïsme et les intérêts des juifs dans les différentes crises qu'il rencontrait dans les différents royaumes d'Allemagne à cette époque, des fois avec succès, des fois moins. Il faut savoir qu'il a été en partie suivi par les responsables, les magistrats de Strasbourg, lorsqu'il a pu démontrer que les écrits antisémites de Luther n'apportaient rien ni à la religion protestante, ni à la religion catholique, ni au monde chrétien en général. Et donc, à ce moment-là, les magistrats de Strasbourg ont été d'accord pour ne pas réimprimer ni distribuer ce texte dans la ville. Donc, pour une ville réformée, c'était quand même un acte important de reconnaissance du statut des Juifs en tant que, j'ose pas dire citoyens, mais en tant que frères humains et nécessitant une certaine tolérance. Voilà. Donc, on approche de la fin de l'émission et je vais donc encore finir ce thème donc des écrits que les Juifs nous ont laissés à travers l'histoire et de cette richesse en citant Moïse Mendelssohn. J'allais dire quelque part, je boucle la boucle puisque cette fois, ce grand intellectuel, ce grand écrivain a traduit lui-même la Bible en allemand et en caractère yiddish, en caractère, pardon, hébraïque. Donc, c'est-à-dire que les Juifs allemands qui parlaient l'allemand mais qui lisaient l'hébreu vont pouvoir comprendre la Bible qu'ils lisent tous les jours en hébreu, mais avec les mots qu'ils emploient dans la vie courante. Et c'est quelque part une certaine révolution dans les esprits, puisqu'il ouvre littéralement la religion juive, cette fois sur la ville de la cité. Donc les Juifs ne sont bien sûr pas encore des citoyens comme les autres, mais l'idée commence à faire son chemin doucement. On est à l'époque des despotes éclairés. Les questions de citoyenneté se posent de plus en plus pour tout le monde, les Juifs et d'autres catégories sociales. Et donc l'idée que les Juifs pourront s'intégrer, pourront devenir des citoyens par entière, ne paraît plus si lointaine. Et c'est bien le but de Moïse Mendelssohn, qui a fréquenté donc, les plus grands de son époque, à la fois en politique et à la fois dans le monde intellectuel, et qui veut les ouvrir sur la vie intellectuelle en général, tout en gardant le judaïsme. L'Aufklärung, donc ce qu'on pourrait traduire par les Lumières, mais à la différence près que l'Aufklärung n'est pas anti-religieuse, alors que ce qu'on a appelé souvent le siècle des Lumières, comme donc Voltaire en est un très bon exemple, ne voulait plus du tout de religion dogmatique, alors que l'Aufklärung permet à la religion d'exister
en tant que culture intégrée, hein, pas du tout assimilée, mais intégrée, qui permet une assimilation. Donc, c'est une nuance de taille qui va permettre à l'époque, donc au judaïsme, dans les pays d'Europe, enfin dans les pays allemands et dans les milieux intellectuels, de progresser, de se faire reconnaître et en partie accepter. Ce qui n'était pas encore le cas forcément, par exemple, dans certaines régions d'Italie ou de France. Donc, on est passé donc, de la définition du judaïsme avec la Mishnah et le Talmud à un texte qui permet aux Juifs de s'intégrer politiquement et intellectuellement, puisque les élèves de Mendelssohn vont pouvoir, donc de jeunes Juifs allemands, vont pouvoir entrer dans les universités, vont pouvoir faire des études tout au cours du 19e siècle, vont pouvoir produire des grandes familles d'intellectuels qui à la fois peuvent vivre leur judaïsme et leur mode de vie classique dans une société qui commence doucement à nous ressembler. Je voulais éventuellement finir à ce moment-là pour faire le pont avec mon émission suivante, si M. Véran ne nous annonce pas de catastrophe d'ici là, pour dire que le décret Crémieux aussi est très important, puisque c'est un texte écrit par un juif, pour les juifs, même s'il n'a pas toujours été bien accueilli par les juifs, en l'occurrence. Mais ça, je me permettrai peut-être de le développer dans la prochaine émission, qui traitera alors à ce moment-là plutôt des témoignages et des souvenirs que les Juifs ont écrits au 19e et 20e siècle, donc qui nous sont beaucoup plus proches, qui sont beaucoup plus foisonnants, qui sont extrêmement nombreux. Je parle aussi bien des pogroms en Russie ou dans certains pays séfarades, que des récits d'immigration vers les terres nouvelles ou vers le monde nouveau du communisme, ou bien sûr les témoignages nombreux qui existent autour de la Shoah et qui nous parviennent aujourd'hui, qu'il faut peut-être aussi quand même interpréter avec un certain recul, puisque c'est bien ça le travail de l'historien. Voilà. Donc, je vous annonçais le plan suivant, mais si vous avez des questions sur cette émission, je suis bien sûr tout oui. On peut aussi écrire les questions si sur son écran on appuie sur converser, je peux éventuellement les lire. Hein. Donc, n'ayant pas de questions et ne voyant plus Stéphane, je me permets de vous souhaiter une bonne soirée et de vous dire à la semaine prochaine. Ah, merci beaucoup. Et de vous dire à la semaine prochaine pour donc cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus concret qui nous touche peut-être beaucoup plus puisque ce sont les témoignages de nos arrière-grands-parents, grands-parents, parents, frères ou sœurs qui ont connu malheureusement des histoires très tristes et que l'on peut quand même étudier et prendre un peu de recul pour savoir ce qu'ils nous apportent en plus des émotions qui nous traversent. Alors, bonne soirée.